Bonjour, bienvenue aujourd'hui ce mercredi 24 janvier sur Ouf Radio, à l'hôpital d'Abbeville, au club thérapeutique à la Cafette, pour une émission Déo et Débat. Aujourd'hui, nous avons invité Monsieur Vincent Héry, adjoint au chef de l'édition de la Picardie maritime du Courrier Picard. Alors, qu'est-ce que c'est le Courrier Picard? Voilà, tout le monde le connaît, mais on ne connaît pas les coulisses, comment ça se passe, tout ça. Et on a décidé ensemble d'inviter Monsieur Héry pour savoir comment fonctionne un journal et aussi sur lui-même. Et aujourd'hui, nous avons plein de monde qui est venu en direct à la Cafette et on est content de pouvoir poser ces questions pour cette ultime 30e émission. Je ne sais plus combien que ça fait, mais ça commence à faire. Voilà, 28e émission. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Myriam pour la première question. Bonjour Monsieur Vincent Héry. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Merci. Alors, donc comme vous l'avez dit, je m'appelle Vincent Héry, j'ai 35 ans, bientôt 36, et je suis donc journaliste au Courrier Picard depuis 10 ans. Et donc actuellement, je suis l'adjoint de la chef d'édition de Picardie Maritime, de l'édition Picardie Maritime du journal. Bonjour, nous aurions souhaité savoir quel est votre parcours. Alors c'est une bonne question et qu'on me pose souvent. Alors déjà, j'ai pas encore pris le temps de vous dire à quel point je suis content d'être avec vous ce matin. Comme journaliste, je participe régulièrement à des opérations d'éducation aux médias. Là, on est confrères en quelque sorte, confrères et consoeurs. Donc c'est toujours intéressant de se rencontrer, d'échanger, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Moi, ça m'intéresse toujours beaucoup. Donc déjà, bravo pour ce que vous faites, que je découvre voilà, en y participant. J'espère un jour pouvoir faire un article sur vous. Voilà, peut-être pour une prochaine émission, sur les actions que vous menez. Et donc pour en revenir à la question, pardon, parce qu'il n'y a rien de pire pour un journaliste que quelqu'un qui ne répond pas à la question. C'est terrible, donc je vais y répondre. Quel est mon parcours? En fait, c'est une histoire que je raconte à chaque intervention qui peut paraître un énorme cliché, mais je vous promets qu'elle est vraie. J'ai eu envie de devenir journaliste quand j'étais écolier en CM2. Donc ça remonte quand même à il y a quelques années, donc on va dire il y a 25 ans maintenant, oui c'est vrai que le temps passe. Parce que quand j'étais écolier en CM2, pas du tout ici à Abbeville, hein, voilà, je ne suis pas originaire du coin, mon institutrice, son mari, était journaliste dans le quotidien local, voilà, en l'occurrence qui s'appelle La Presse de la Manche, puisque je suis originaire du merveilleux département de la Manche. Voilà, donc l'équivalent du Courrier Picard là-bas, qui est venu nous faire une intervention pour nous raconter ce que c'est d'être journaliste. Et je me souviens j'ai écouté comme tous les élèves, et à la fin, je me souviens qu'il nous a demandé qui aurait envie d'être journaliste. Et je sais pas, enfin, ça m'avait plu ce qu'il a dit. J'ai levé la main, et à partir de ce moment-là, voilà, mon objectif, c'était professionnel en tout cas, c'était de devenir journaliste. Ce monsieur, qui est un ami aujourd'hui, m'a pris un peu sous son aile, m'a permis de découvrir, quand j'avais 12-13 ans, déjà ce que c'était de journaliste, de faire des stages avec lui. Donc j'ai commencé comme ça. Donc dans un quotidien qui s'appelle La Presse de la Manche. J'ai eu un bac, alors maintenant ça n'existe plus, déjà c'est fou, mais ES, économique et social. Mais je veux dire, il n'y a pas d'obligation, hein, on en reparlera peut-être plus tard, il n'y a pas d'obligation. J'ai fait une classe prépa qui était centrée sur l'économie, ça s'appelle HEC, mais on va dire sur l'économie, voilà. Et ensuite j'ai passé le concours de l'école de journalisme de Tours. Qui fait partie, on en reparlera peut-être, je sais pas, je ne vais pas anticiper, mais qui fait partie de ce qu'on appelle les écoles reconnues par la profession. Il y en a 14 en France, c'est-à-dire que l'État reconnaît la formation dispensée comme étant qualifiante, diplômante. Voilà. J'ai passé 3 ans à l'école. Voilà, 2 ans vraiment à l'école pour apprendre le métier, que ce soit de la presse écrite, du web, parce que maintenant c'est quelque chose dont on parle beaucoup, que ce soit de la télé, de la radio. Et j'ai passé la dernière année en alternance, donc dans un grand quotidien qui s'appelle Ouest France, pour lequel j'ai un attachement tout particulier. Et ensuite, j'ai passé 3 années pour Ouest France sur le terrain, principalement dans le département de la Sarthe, près du Mans. Et puis,
Ouest France nous prenait en CDD à l'époque en nous disant voilà, on veut que vous alliez voir un peu ailleurs comment ça se passe avant éventuellement de revenir chez nous. On veut que vous fassiez vos expériences ailleurs, que vous découvriez un peu d'autres manières de travailler. Donc j'ai envoyé des CV de la Voix du Nord à Nice Matin parce que j'étais mobile, voilà, j'avais envie d'aller un peu ailleurs, découvrir d'autres, même d'autres secteurs géographiques. Et le premier à m'avoir répondu, c'est le Courrier Picard. Donc je suis arrivé au Courrier Picard comme ça, en CDD pour 2 mois à Amiens. Et 10 ans plus tard, je suis encore là. Parce qu'ensuite, je suis allé travailler à Mers-les-Bains, puis à Albert. Et ça fait 2 ans et demi que je travaille à Abbeville. Voilà. Ok. Ensuite, Gaëtan. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais poser une question. Quand a été fondé le Courrier Picard ? Alors, c'est une très bonne question. Et c'est une question d'actualité parce qu'on fête cette année nos 80 ans. Donc, en fait, les 80 ans du journal, il va y avoir pas mal d'événements déployés autour de ça. Donc, ça veut dire que si on fait 2024 moins 80, on tombe en 1944, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, voilà, c'est un bel anniversaire qu'on fête cette année. On va bientôt être centenaire. C'est au moment de la libération, alors 44. Et pourquoi a été créé le Courrier Picard, s'il vous plaît ? Alors, le Courrier Picard, donc, il a été fondé par des résistants. Et donc, il a été créé en fait, pour informer les habitants de Picardie de ce qui se passe en Picardie. Voilà, dans toutes les régions de France, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon, la presse quotidienne régionale, PQR. C'est en fait tous les journaux de région quotidiens qui sont là pour informer localement de ce qui se passe. Donc, je parlais tout à l'heure de Ouest France. Il y a Ouest France, il y a La Voix du Nord qu'on connaît plus ici. Il y a les dernières nouvelles d'Alsace. Nice Matin, voilà, des journaux, voilà, La Dépêche du Midi, enfin il y en a dans toutes les régions pour informer les gens du coin de ce qui se passe dans leur coin. Voilà. Oui, bonjour. À qui appartient le Courrier Picard ? Alors c'est une bonne question. Je vous ai pas dit au fait que si jamais il y a un truc, parce que moi on est un peu dans notre univers qu'on connaît bien, donc si jamais il y a un truc qui vous semble pas clair, on en rediscute. Voilà, n'hésitez pas à me relancer si je suis pas clair. Le Courrier Picard appartient à un groupe belge qui s'appelle Rossel. Et donc qui possède donc, le Courrier Picard, mais pas seulement, qui possède aussi La Voix du Nord, qui possède maintenant depuis peu Paris-Normandie, qui possède l'Union de Reims, voilà, en France. Donc c'est un groupe de médias qui possède aussi beaucoup de médias en Belgique, dont Le Soir, qui est l'équivalent du Monde chez nous. Voilà. Merci. Quelle est la mission actuelle du Courrier Picard, s'il vous plaît ? Alors, la mission du Courrier Picard, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'informer les gens d'ici de ce qui se passe chez eux. Voilà, donc tous les jours, on est des journalistes, des correspondants déployés sur le terrain pour rendre compte de l'actualité, des événements. On ne se limite pas à ça. Alors, c'est une grosse partie de notre activité, mais si vous ouvrez le Courrier Picard, je vous l'ai amené, on parle de ce qui se passe aussi. Voilà, vous voyez la une d'aujourd'hui, donc la une, c'est notre première page. Hein, voilà. On parle de l'agricultrice qui a été malheureusement tuée sur un barrage hier lors des manifestations. Donc on parle aussi de l'actu en France et dans le monde. Voilà. C'est-à-dire que pour seulement 1,40 €, on a toute l'actu condensée dans... là je crois qu'on a 40 pages. Voilà. Combien avez-vous de lecteurs et d'abonnés ? Je vous en prie. Alors, c'est une bonne question. Alors bon, moi-même, je vais être tout à fait honnête, je connais pas les chiffres précisément parce que c'est pas mon boulot. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on vend un peu moins de 40 000 journaux par jour et qu'on est en train de développer beaucoup tout ce qui est multimédia, le web, parce qu'aujourd'hui, on sait que nos abonnés papier, ils sont de moins en moins nombreux. Quand je parle du journal papier, c'est le journal que j'ai là. Voilà. Nos abonnés papier sont de moins en moins nombreux. On va de plus en plus vers une consommation d'articles sur le web. Et c'est tout notre défi aujourd'hui. C'est de pouvoir dire comment on arrive à dire aux gens que consommer de l'info sur Internet, il faut la payer. Voilà. Il faut la payer parce que tout le monde voudrait se dire... c'est bien, sur Internet, tout est gratuit, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et c'est un peu notre défi aujourd'hui d'arriver à expliquer aux gens que quand on consomme une info sur Internet, elle est, en tout cas d'un média reconnu qui a pignon sur rue, cette info, elle a un coût. Elle est fabriquée, elle est hiérarchisée, elle est vérifiée.
par des professionnels. Et donc, du coup, forcément, ça a un coût et il faut accepter aujourd'hui, même quand on veut avoir un abonnement, je parle de ce que je connais, Internet au courrier Picard, il faut accepter de payer une petite somme pour avoir accès à l'info. Et c'est un vrai défi pour nous aujourd'hui d'arriver à convertir, ce qu'on appelle convertir nos audiences, à amener nos lecteurs qui sont plus forcément en demande de journaux papier, de leur dire, ben voilà, on peut vous amener de l'info en plus, même sur Internet, parce qu'aujourd'hui, un journaliste localier, ce qu'on appelle localier, qui travaille pour une locale d'un journal, la locale d'Abbeville, par exemple, il fait plus uniquement un article en 6000 signes, une photo. Aujourd'hui, moi, quand je vais sur le terrain, comme tous mes collègues, je fais un article, je fais des photos, je fais de la vidéo, voilà, pour amener à nos lecteurs, à nos internautes, une plus-value. Voilà. Et forcément, ça a un coût. Et si on veut pouvoir... aujourd'hui, la presse écrite, c'est un secteur qui... Enfin, aujourd'hui, ça fait des années que la presse écrite est un secteur qui est en crise. Mais pour le faire perdurer, il faut un moment accepter. On prend souvent accepter de payer l'information. On prend souvent l'exemple de la baguette de pain. Quand vous allez acheter votre pain à la boulangerie, a priori, vous partez pas sans payer. En tout cas, je paye ma baguette. Pour l'info, c'est pareil. Quand on veut lire un article, il faut accepter de payer un petit peu. Et je suis le premier que ça enquiquine, parce que moi-même, je consomme de l'info. Et des fois, je me dis, ah là là, c'est pas vrai. Et on voit, les articles sont floutés, ou on a accès qu'au titre. Voilà, je suis le premier à être enquiquiné. Mais je me dis, tant pis. Voilà. Je voudrais poser une question, si c'est possible. Vous dites que la presse écrite est en crise depuis un moment. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous en comprenez, vous, de cette crise ? Alors, on en revient toujours à le prix de l'information. Parce que, voilà, aujourd'hui, il faut accepter de payer. Et puis, ne serait-ce que, vous voyez, là, le papier, son prix a été multiplié l'année dernière avec la crise en Ukraine par, je crois, 4 ou 5. Enfin, c'est énorme. Donc aujourd'hui, produire un journal papier, le distribuer, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, on est vraiment à la mutation. Peut-être que ce journal papier, j'en sais rien, et c'est pas moi qui vais décider, hein, et peut-être que ce journal papier, dans 10 ans, il n'existera plus. Et on sera un média que web. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a nos lecteurs du journal papier, c'est une génération plutôt de nos parents, voire nos grands-parents, qui malheureusement disparaît peu à peu. Et aujourd'hui, les jeunes consomment l'information différemment. Donc c'est à nous de répondre à comment s'adapter à leurs besoins d'information si on veut continuer à exister. C'est un vrai défi qu'on a. Alors attention, hein, là on n'est pas en danger immédiat, mais c'est juste qu'on doit se réinventer pour continuer à exister. Voilà. Et ce qui fait notamment que, voilà, moi, quand j'ai été formé entre 2008 et 2011 à l'école, on commençait tout juste à parler de multimédia. Voilà, alors qu'aujourd'hui, c'est le cœur du métier. Moi, j'ai été formé il n'y a pas longtemps pour faire de la vidéo. Voilà, et il y a pas, notamment pour parler d'un événement qui a eu lieu dans le Vimeux, il y a eu des grosses inondations autour de Valines, au Chamcourt, c'était au mois de juin. Non, là c'était vraiment le Vimeux là. Je suis intervenu dessus, j'ai fait des vidéos qui ont été rachetées par TF1 pour être diffusées dans leur journal télé. Aujourd'hui, on doit être en mesure de produire de la vidéo de qualité, alors pas comme un JT, mais qui puisse être exploitable. Bonjour, c'était pour savoir comment on pouvait faire via la situation du numérique, sachant que Google donne des news, tout ça exactement. Alors, je vais me lever pour vous répondre parce que j'aime bien avoir mon interlocuteur en face, c'est plus pratique. En fait, Google, ça nous aide aussi à amener nos lecteurs vers nos contenus. Après, il faut qu'on arrive à incarner. Le courrier Picard, c'est le journal du coin. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut qu'on dise à nos lecteurs, voilà, si vous voulez une info de Picardie, allez, venez vers nous, on va vous la donner. Je vous remercie. Je vous en prie. Petite question du public. Je voudrais savoir comment vous savez les journaux du lendemain, du jour même au lendemain. Comment on le prépare, c'est ça votre question ? Alors en fait, quand on arrive, tous les matins, sur mon ordinateur, j'ai ce qu'on appelle le train de page.
C'est une métaphore parce qu'en fait, on a les pages les unes après les autres qui sont toutes blanches. Voilà. Donc le défi, on a en gros, quand on arrive le matin à 9h, on a en gros 12 heures pour préparer le journal du lendemain. Comment on le fait? Donc il y a le travail des journalistes qui écrivent les articles, mais on n'est pas tout seul parce qu'on n'arriverait pas à le faire, le journal. On est aussi aidé par des correspondants locaux qui sont en fait des gens comme vous, comme moi, qui ne sont alors, pas comme moi parce qu'ils ne sont pas journalistes, mais qui peuvent être des retraités, qui peuvent être des étudiants, qui écrivent des articles, voilà, sans être journalistes. Voilà, donc ils nous aident parce que, vous voyez, moi par exemple, pour l'édition Picardie Maritime, je m'occupe. On a un secteur qui est immense. Je veux dire, ça part de Oisemont à Ille-au-Clocher, on va jusqu'à Fort-Mahon, Mers-les-Bains. Donc on a 2 rédactions, mais on serait incapable de couvrir ça tout seul parce qu'on peut pas être partout en même temps. Et donc du coup, ils nous aident en fournissant du contenu. Et donc tous les matins, on se retrouve dans ce qu'on appelle la conférence de rédaction, qui est le moment où on se dit, ben voilà, c'est quoi l'actu du jour, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui, de quoi on parle dans le journal de demain, pourquoi cet article-là il va faire la première page et cet article-là il va faire la 5e page. C'est ce qui s'appelle hiérarchiser l'information. Voilà, on est là pour dire, ben voilà, cet article-là il mérite une page complète, celui-là il mérite quelques lignes. Voilà, c'est à nous de dire, voilà, comment on veut mettre en valeur l'info pour intéresser le plus possible les gens. C'est ça notre but du jeu. C'est pas nous, selon nos goûts à nous, hein. C'est selon aussi voilà, ce qu'on estime que nos lecteurs vont vouloir avoir comme information. Et pour les... Parlez bien dans le micro. Et pour les... Allez-y. Et pour les décès, comment vous savez pour les décès? Alors, les décès, en fait, c'est tout simple. C'est ça qu'il y a beaucoup, il faut le dire, hein. On a des lecteurs qui aiment, c'est la première, qui nous le disent d'ailleurs, la première page qu'ils ouvrent dans le journal, c'est la page des rubriques nécrologiques, parce qu'ils veulent savoir si leur voisin, si leur ami d'enfance, si l'ami de la famille est décédé ou pas. En fait, ça passe tout simplement par les pompes funèbres. Voilà, qui nous montent, qui nous donnent des informations, enfin qui préparent les avis de décès, voilà, très exactement, et qui nous les transmettent. Alors après, il arrive, et ça nous est arrivé il n'y a pas très longtemps là encore, qu'une personnalité disparaisse. Et dans ce cas-là, on ne s'interdit pas de faire un article. Par exemple, il y a la semaine dernière, où j'ai plus la date en tête, hein, mais la semaine dernière, il y a un monsieur qui était surnommé Charcot à Saint-Valery-sur-Somme qui est décédé, qui est le fondateur de la compagnie des bateaux qui permet de découvrir la baie de Somme. Voilà, c'est une personnalité locale, tout le monde le connaît, c'est un entrepreneur. Bon bah voilà, on s'est intéressé à lui, on s'est dit voilà, qu'a fait ce monsieur dans sa vie. On a contacté sa famille qui a accepté de nous parler. Voilà, on s'est dit il mérite. Son parcours est intéressant, il a fait quelque chose qui mérite qu'on en parle. C'est quel genre de journaliste qui se déplace pour faire des interviews, tout ça? Comment s'appelle le journaliste qui se déplace? Quel est son métier? Alors en fait, comme je vous le disais, on a deux types de journalistes. On a les journalistes professionnels dont c'est le métier, comme moi. Voilà, j'ai été formé pour ça. Voilà, je suis payé, j'ai un salaire mensuel, voilà. Et on a les correspondants de presse qui sont des gens, voilà, des retraités, des étudiants, des gens qui recherchent un emploi, qui voilà, décident de collaborer avec le journal et donc qui font des articles. Alors eux, ils sont payés ce qu'on appelle à la pige, c'est-à-dire que en fait, ils sont payés en fonction du nombre d'articles et de leur taille. On a un petit forfait, voilà, on sait qu'un article, par exemple, à un pied de page, c'est rémunéré tant d'euros. Voilà. Il se déplace partout dans les villages, voilà, pour les assemblées générales, pour les fêtes de village, pour voilà, les événements de la vie locale, voilà. Alors, comment faites-vous, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment faites-vous pour comment que votre journal soit le plus attrayant possible, que vous attirez le plus de monde? Est-ce que vous avez des couleurs ou des mémotechniques? Enfin, je sais pas. Alors c'est une bonne question parce que c'est tout notre enjeu chaque jour. On ne fait pas un journal pour se faire plaisir, hein. Voilà, on fait un journal pour des lecteurs.
Et donc, la question chaque jour, c'est un peu de se mettre à la place de nos lecteurs et de se dire qu'est-ce qui va les intéresser. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui va intéresser nos lecteurs. Et pour ça, on est aidé parce qu'on a des chiffres d'audience sur Internet. On voit les articles qui marchent et qui marchent pas. Et ces chiffres d'audience nous guident. Alors, ça peut pas être le seul guide, hein, mais nous guident sur ce qui intéresse nos lecteurs et nos internautes. Voilà. Ça nous permet d'avoir une idée. Mais attention, ce n'est pas notre seule boussole. On doit absolument aussi, des fois, amener nos lecteurs à s'intéresser à des sujets. Par exemple, il y a les élections européennes qui arrivent au mois de juin. Ça n'intéresse pas grand monde. Honnêtement, voilà, on va se le dire, à part les candidats et encore, ça n'intéresse pas grand monde. Est-ce que notre rôle de journaliste, c'est de dire ça n'intéresse personne, on ne traite pas? Non. Voilà. Notre rôle de journaliste, c'est de se dire comment on amène nos lecteurs à s'y intéresser. Sans leur faire la leçon, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais alors en essayant d'être le plus attrayant possible, en se disant, ben voilà, comment un député européen, il intervient dans notre vie de tous les jours. Voilà. Comment les fonds européens sont utilisés pour financer des actions publiques, localement. Voilà, ce dont je vous parle, là, chez nous, ça s'appelle un angle. C'est-à-dire, c'est la manière de parler du sujet. Par exemple, quand je vais venir vous voir, peut-être le mois prochain, on verra, il y a plein de manières de parler de votre émission de radio. Je pourrais faire votre portrait. Je pourrais faire l'interview de la personne qui a lancé l'initiative. Je pourrais faire un reportage, raconter minute par minute. Ah ben voilà, ils ont lancé l'émission à 11h05. Voilà, il y a un micro qui ne marchait pas. Voilà, il y a plein de manières de faire ça. Ça s'appelle un angle journalistique. Et c'est la manière par laquelle on va aborder le problème pour intéresser nos lecteurs. Oui, et quelle est votre ligne éditoriale ? Et quels sont les interdits? Est-ce que vous avez des interdits? Alors, la ligne éditoriale du journal, ça se résume simplement. On est le journal d'ici, qui parle des gens d'ici aux gens d'ici, en gros. Voilà, si je résume, on est là pour parler de ce qui se passe en Picardie, au Picard. Voilà. Alors, évidemment, le métier de journaliste, c'est un métier qui est encadré par ce qu'on appelle des principes déontologiques. C'est très important, comme un médecin, comme un avocat. Il y a beaucoup de professions qui sont encadrées par ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on n'écrit pas n'importe quoi. Donc on ne s'interdit rien, que les choses soient claires. Il n'y a personne qui est là pour nous dire ah ben non, ce sujet, on ne le fait pas. Voilà. Par contre, c'est la liberté d'expression, j'entends derrière, absolument, c'est la liberté de la presse. C'est-à-dire que, bien sûr, ça arrive que des gens essaient de nous dire moi, si vous parlez de ça, je vous fais un procès. On l'entend, ça, il faut s'y habituer, hein, parce qu'au début, ça fait bizarre, mais on s'y habitue. Donc, on ne s'interdit rien. La seule chose qu'on s'interdit, c'est de publier de fausses informations, voilà, de diffamer quelqu'un. Voilà, ça, on ne le fait pas. Et on a une charte de respect, voilà, et de déontologique, voilà. Voilà, on s'interdit ça. Et pour éviter ça, il y a une règle simple dans le métier de journaliste, c'est on vérifie une information. On vérifie ce qu'on appelle des sources, c'est-à-dire des gens qui nous donnent des infos. Si demain vous m'appelez et vous me dites qu'est-ce que vous pourriez me donner une information, l'émission de radio s'arrête. On arrête l'émission de radio. Ben, je vais vérifier. Je ne vais pas écrire tout de suite, hop, m'empresser d'aller écrire, on arrête l'émission de radio. Je vais aller vérifier, je vais contacter des interlocuteurs pour dire, ben alors, on m'a dit que vous arrêtiez l'édition. Je ne vais même pas dire que c'est vous, parce que je vais protéger ce qu'on appelle protéger la source. C'est-à-dire, on ne divulgue pas. Quand quelqu'un me dit quelque chose d'un peu sensible, je n'irai jamais dire, ben voilà, monsieur X, madame Y m'a donné une information. Ça fait partie du principe du métier de journaliste. Ce qui fait qu'on a des informations, c'est qu'on protège nos sources. C'est très important, ça, dans le métier. Et donc, du coup, je vais aller vérifier. Je vais appeler la direction de l'hôpital. Je vais dire, écoutez, je ne comprends pas. On m'a dit que l'émission de radio s'arrêtait. C'est vrai? Alors, elle va peut-être me dire oui, elle va peut-être me dire non. Je vais appeler monsieur qui m'a invité. Je vais dire, alors, je ne comprends pas. Ça, voilà. Ça, c'est le fondement du métier de journaliste. Et vous voyez, même en faisant ça, il y a encore des erreurs. Parce que si je prends l'actualité du jour, hier, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais il a été annoncé le décès de la jeune fille sur le barrage. Il a été annoncé hier. Pourquoi il a été annoncé? Parce que le parquet, le tribunal alors je n'ai plus la ville en tête, vous m'excuserez, mais a annoncé qu'elle était décédée. Donc c'est une annonce officielle. Là, on est sur ce qu'on appelle une source officielle à qui on peut faire toute confiance. Parce que là, on est sur les autorités. Et pourtant, il y a une erreur quand même, parce qu'ils ont diffusé une information qui n'était pas à ce moment-là avérée. Voilà.
Et là, on est sur une source officielle. Il y a un message Twitter. Le parquet a communiqué sur Twitter pour dire, voilà, elle est décédée. Tout comme il y a un exemple célèbre. C'est récent, ça commence à quelques années, mais c'est l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès, voilà, qui avait été annoncé. Tous les médias ont titré, c'était dans la soirée. Donc évidemment, personne ne veut passer à côté de l'info. Tout le monde annonce qu'il est arrêté parce que la police écossaise à l'époque annonce que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne sais pas si ça vous parle, Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, voilà. Tout le monde annonce que Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Donc tout le monde, voilà, la police écossaise annonce son arrestation. Sauf que, en fait, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas. Voilà, donc même des infos parfois vérifiées, recoupées. Voilà. Mais alors après, on parle de grands dossiers. Je sais, si je suis trop bavard, faut m'arrêter. Hein. Par contre, faut me le dire parce que. Voilà. Je vous en prie. Par rapport à ça, quelles conséquences ça peut avoir de publier une fausse information? J'imagine qu'elles sont vastes. Alors, il y a déjà, pour moi, la première que je vois tout de suite, c'est forcément les journalistes. Alors, je vais peut-être vous étonner, mais on n'est pas un métier qui est très apprécié. Voilà. On est. Ah oui, non, je vous promets, on est un peu. Alors, je sais pas si je peux être. Un moment de vulgarité, très court, mais un peu les fouilles merdes, quoi. Voilà, si je résume, on est un peu ceux qui mettent leur nez là où il ne faut pas, qui peuvent déranger. Donc quand vous regardez le classement, il y en a régulièrement sur Internet, des professions les moins appréciées, on est dedans, systématiquement. Voilà. Et donc la première conséquence, c'est tout de suite, on dit, oui, les journalistes, ils ont encore publié n'importe quoi. Donc forcément, ça nuit à la crédibilité de notre métier. Et ça, c'est grave, parce qu'on passe nos journées à prouver qu'on fait notre boulot sérieusement, et en quelques secondes, parfois, tout est cassé. Donc voilà. Et puis après, ça peut avoir des conséquences, tout simplement, tout bêtement, juridiques. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'un procès pour diffamation, ça arrive vite. Voilà. On sait aussi que sur les réseaux sociaux, les fausses rumeurs qui circulent font du mal à votre métier parce que il y a plein de nouvelles non vérifiées là-dessus. Complètement. C'est pour ça qu'il faut. C'est pour ça. Il y a plein de fake news, on les appelle. C'est pour ça que on dit, alors même si on n'a pas, ça peut arriver. L'erreur est humaine, hein, donc voilà. Moi, ça m'est arrivé de me tromper. Dans ce cas-là, il y a plein de dispositifs qui existent pour corriger, pour compléter l'information. Et aujourd'hui, avec Internet, en 2 secondes, vous mettez à jour un article. Donc voilà, et on dit à nos lecteurs, l'article est mis à jour parce qu'on a eu des informations nouvelles. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut accepter de se dire, pour avoir une information sérieuse et de qualité, il faut qu'elle soit traitée par des professionnels et pas par des gens qui pensent qu'il suffit de faire un tweet pour qu'une contre-vérité devienne une vérité. Ou pour pas dire un mensonge. Voilà. Et parfois, est-ce que vous aidez la police à résoudre des enquêtes? Jamais. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas notre boulot. C'est pas notre boulot. Non. Par contre, on va parler du travail de la police sur des enquêtes, mais jamais on va aider. Voilà. C'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est parce que c'est pas notre travail. Et d'ailleurs, on nous le demande pas. Voilà. Les enquêteurs, quand ils sont sur une affaire, ils savent très bien quel est leur travail. Ils savent comment gérer une enquête, et c'est pas notre boulot de les aider. Voilà. Sauf cas exceptionnel, ça a dû pouvoir arriver. Je pense qu'on doit pouvoir trouver, mais c'est vraiment très exceptionnel. Et quels sont les différents métiers au sein du Courrier Picard? Alors, en fait, une rédaction, c'est organisé comment? On va partir de la base. Donc, dans la rédaction du Courrier Picard, il y a plusieurs rédactions locales. Voilà, il y a une rédaction à Abbeville, on a une rédaction à Mers-les-Bains, on a une rédaction à Amiens. Après, dans l'est de la Somme, il y a Albert, Roy, il m'en manque Péronne. On a une rédaction, après, on a 4 rédactions dans l'Oise. Dans chaque rédaction, il y a ce qu'on appelle des journalistes localiers. Parce qu'une rédaction, on appelle ça une locale. Voilà. Donc il y a des journalistes localiers. Donc il y a un encadrement, avec par édition. On a 5 éditions dans le journal. Donc Picardie-Maritime, Amiens, Amiénois, Haute-Somme et donc l'Oise. Donc il y a un encadrement par édition. Ensuite, quand on arrive, on a la rédaction en chef. Donc il y a un rédacteur en chef pour le journal. Son nom est marqué dans le journal d'ailleurs. Je vais vous laisser les éditions là. Vous avez dans le journal ce qu'on appelle l'ours. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on met... alors, qui en plus... Les journalistes, nous, on signe les articles. Voilà, on sait... Voilà, alors plutôt les gros. Quand j'écris une brève, je la signe pas honnêtement. Une brève, c'est quelques lignes. Voilà, quand j'écris un article, je le signe. C'est pas parce que je suis totalement mégalomane. C'est simplement qu'on dit voilà, cet article, il est fait par un journaliste professionnel qui assume ce qu'il a écrit et qui, pour vous le montrer, qui signe. Voilà, c'est juste ça. Et alors l'ours, oui, pardon, l'ours, en fait, on indique dedans le nom du rédacteur en chef
le nom du directeur de la publication. Donc le directeur de la publication, en fait, c'est celui qui, au final, c'est notre directeur général en l'occurrence, il s'appelle David Guévard aujourd'hui, c'est celui qui assume la publication du journal. Donc c'est-à-dire que s'il y a un problème, la plainte, elle n'est pas déposée contre Vincent Héry qui a écrit l'article. La plainte, elle est déposée contre le directeur de la publication. Voilà. Et donc, du coup, pour revenir à l'organisation, donc il y a le rédacteur en chef qui est à Amiens, et il est épaulé par des rédacteurs en chef adjoints, parce qu'un seul rédacteur en chef, ça ne suffirait pas, pour faire les choix. C'est-à-dire que c'est eux qui disent, ben voilà, telle info, on la met en page 2 du journal. Telle info, ben non, on ne va pas les mettre dans les pages région, on vous la laisse pour vos pages locales. Parce que quand vous regardez le journal, on ouvre les premières pages, c'est les pages l'actu régionale, vraiment de toute la Picardie, et ensuite on passe à la séquence, moi en ce qui me concerne, Picardie-Maritime, l'actu du territoire autour d'Abbeville et sur le littoral. Est-ce que ça répond à votre question ? Tout à fait. Bon. Tout à fait, merci. Et quels conseils pourriez-vous nous donner pour créer un bon journal ? Alors, pour créer un bon journal, déjà je pense qu'il faut savoir à qui on veut s'adresser. Voilà. Est-ce que votre public, c'est des gens d'un service ? Est-ce que c'est tout l'hôpital ? Voilà. Et il faut savoir de quoi on veut parler. Parce qu'on voilà, qu'est-ce qu'on met dans ce journal ? C'est quelque chose qui prend du temps à réfléchir. Voilà, si on veut écrire, nous on écrit pour être lu. Donc le but du jeu, si vous écrivez, c'est super. Moi je vous encourage à le faire. Je pense que faire un journal, il n'y a rien de plus beau. Voilà, et se dire voilà pour qui on le fait, pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pas pour enfin, il faut se faire plaisir, heureusement, parce que sinon on sera mieux. Mais voilà, pour qui et pourquoi. Voilà. Et surtout, il faut ne jamais hésiter à être curieux et à poser des questions. Voilà. D'accord. Merci. Nous voulions vous demander quelles sont les qualités pour être journaliste. Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent, notamment quand on a, parce que vous savez, on accueille régulièrement des stagiaires, voilà, soit des étudiants en école de journalisme, soit, moi j'aime bien avoir des stagiaires de 3e souvent, parce que voilà, ils découvrent. J'ai eu la chance que moi on me donne cette passion, donc maintenant c'est à mon tour de la partager. C'est pour ça que je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Et donc il faut déjà être très curieux, voilà, et surtout toujours curieux, c'est-à-dire jamais se dire ah bah c'est bon, ça je sais. Ça c'est un piège. Parce qu'on ne sait jamais, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours, même un sujet qu'on a couvert X fois, il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc il faut être curieux, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, voilà, parce que ça c'est important. Un journaliste qui est timide, alors bien sûr on peut être timide. Voilà, moi dans la vie de tous les jours, je suis pas spécialement, extraverti, enfin comme tout le monde, mais pas plus que ça, voilà. Donc, mais quand je suis journaliste, je suis dans mon boulot, je suis dans mon job, donc voilà. Il faut pas avoir peur de poser des questions qui gênent, voilà, parce que des fois, on se dit oh là là, elle va pas plaire ma question. Bah oui, mais et je peux vous donner un exemple concret d'une histoire que je raconte souvent qui m'est arrivée. Quand je travaillais à Albert, un jour, on reçoit un communiqué la rédaction reçoit un communiqué, un rapport, on peut dire, je crois que c'était l'Office de la biodiversité, qui nous dit, voilà, il y a eu une intervention de la gendarmerie dans tel village, je ne connais plus le nom du village très honnêtement, avec un caïman qui a été retrouvé mort. Bon, un caïman près d'Albert, honnêtement, on ne voit pas ça tous les jours, quoi. Enfin, voilà. Et je me souviens que mon chef me dit, bah, va sur place, va voir ce que tu peux tirer, quoi. On avait l'adresse, donc je vais voir. Et là, je tombe sur le propriétaire du caïman, bon, qui était malheureusement décédé, et qui me dit, et donc je commence à discuter avec lui. Alors, c'est un moment un peu de tension, parce que voilà, le monsieur, il n'est pas super content que j'arrive, mais il parle quand même avec moi. Et je me souviens qu'à un moment, il m'explique que le caïman n'est pas à lui. Voilà, que c'est une erreur, voilà. Et donc, du coup, il y a un moment où je me dis, voilà, faut quand même que je lui demande comment un caïman a pu se retrouver là. Je me dis intérieurement, il va m'en coller une, quoi. Voilà, parce que la question, mais sauf que je vais quand même poser, parce que c'est mon boulot. Et le monsieur il m'a dit, non, mais je lui dis, s'il y a des caïmans qui se baladent dans ce village, quand même, c'est un peu inquiétant, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, des fois, je sais que la question lui a pas fait plaisir. Il a été très cordial, très courtois, il m'a répondu. Mais des fois, ça peut être aussi des questions avec des politiques. Ouais, il y a des questions mais il faut pas avoir peur de poser des questions. On est là pour ça, c'est notre boulot. Voilà. Et même si elles font pas plaisir, ça arrive régulièrement. On nous dit, je vous parlerai plus. Bon, bah. Tant pis, hein, voilà. Les gens finissent toujours par revenir. Alors, une petite question, Picard, parce qu'on est dans le journal Courrier Picard. Combien fabriquez-vous par an de journal? Alors, très honnêtement,
Ça, c'est un principe qu'on a quand on est journaliste, c'est on dit pas un truc qu'on sait pas. Donc, je vais me l'appliquer là. Je vais pas vous dire de bêtises parce que très honnêtement, j'ai pas le chiffre. Voilà, je peux essayer de le trouver et revenir vers vous pour vous le donner. Il n'y a pas de problème. Mais là, je vais pas vous dire un truc qui sera pas vrai. Voilà. En quoi le Courrier Picard se distingue des autres journaux? Ah, c'est vous. C'est le meilleur. Non. En quoi il se distingue des autres journaux? Déjà, je dirais par. Des autres journaux régionaux. Oui, je dirais par sa forme, parce qu'on on a une maquette qui est spécifique, on a des couleurs qui sont spécifiques. Vous voyez, notre couleur, c'est le rouge. Par son contenu, forcément, parce que la vie d'Amiens, d'Abbeville, c'est pas la même que Bordeaux ou Nice. Et puis, après, dans la ligne éditoriale dont on parlait tout à l'heure, la ligne éditoriale, c'est la manière dont on présente l'information. Dans la presse quotidienne régionale, c'est à peu près partout la même chose. En tout cas, les journaux J-Port, c'est parler de la vie locale. Voilà. Après, il y a plusieurs manières de le faire, mais en gros, on retrouve à peu près la même chose partout, avec les personnalités des journalistes qui interviennent forcément. Moi, j'aurais une petite question. Je suis de la Somme, je connais le Courrier Picard depuis que je suis enfant. Et j'ai un souvenir ému de, quand j'étais gamin, les publications de pages de BD au sein du Courrier Picard, vers la fin, des extraits de Lucky Luke, ou je sais plus ce qu'il y a eu, mais en l'occurrence, mon souvenir surtout sur Lucky Luke. Qu'est-ce qui fait que ça a été arrêté? Est-ce que c'est une question de droit? Est-ce que... Non, c'est une question de choix, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut plus se permettre aujourd'hui de faire des journaux de 80 pages, parce que ça représenterait un coût. Même en vendant le journal à 1,40 €, on ne pourrait plus le produire. Ce serait impossible. Donc, il y a un moment où il y a un choix qui est fait de dire, quels événements on élimine, c'est un bien grand mot, mais on couvre moins. Voilà. Pour se rapprocher de ce qui est essentiel. Voilà. Et on a estimé, par exemple, pour la page bébé, moi j'ai connu ça il y a 10 ans quand je suis arrivé au journal, ça existait encore. On s'est dit, est-ce que mettre en photo des nouveau-nés dans le journal, c'est vraiment intéressant? Oui ou non? Est-ce que mettre dans le journal la galette des rois du club des aînés de Wincourt, j'ai rien contre Wincourt, j'ai rien contre les aînés de Wincourt, est-ce que c'est vraiment intéressant? Voilà. Et on a essayé de se dire, lors de la nouvelle formule du journal qui a été mise en place en 2016, si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qui intéresse vraiment nos lecteurs? Voilà. Et on se rend compte que quand on fait des études de lectorat, ça nous guide. C'est-à-dire qu'on interroge un panel. Enfin, c'est pas moi qui le fais. Hein, on a des aides pour ça. Et on regarde, qu'est-ce qui intéresse vraiment nos lecteurs, en sachant que, et j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est important, on ne s'interdit jamais d'aller sur des sujets dont on se dit ça va pas plaire. On n'est pas là pour plaire, on est là pour informer. Et c'est notre rôle de rendre un sujet qui peut être un peu aride, un peu difficile, qui peut être de le rendre intéressant et de donner envie de le lire. Parce que des articles, je vais vous dire, ce qui marche très bien, c'est les articles où on parle d'animaux. Voilà. Par exemple, on va dire le chien maltraité, découvert dans une cave après 3 mois de captivité, le chevreuil qui a été sauvé de la battue dans l'Oise, ça plaît énormément. Seulement, alors bien sûr on va le faire parce que ça fait partie de l'actualité, mais on ne peut pas faire ça tous les jours et tout le temps. Voilà. Alors, en fait, je pense qu'on s'est mal compris. Moi, je parlais de l'époque où il y avait une publication d'extraits de bande dessinée. Pas de page bébé. Ah, d'accord. Il y avait ça à une époque. On avait ça, je crois. On avait un peu pédo quand même. Non mais parce que les parents étaient ravis à l'époque. Alors, on fait encore. Excusez-moi, je vais essayer d'être clair dans mon propos. On fait encore. Là, cette année, je l'ai encore fait. Ça fait 2 ans de suite que je le fais. Je suis ravi. Le premier bébé de l'année, je suis venu à l'hôpital là pour faire le premier bébé de l'année. C'était le 2 janvier. Tout le monde. À la tête un peu enfarinée parce qu'il se remet de ses fêtes, mais on accompagne le maire d'Abbeville pour qu'il remette le cadeau à la maman. Les pages BD, maintenant, on les garde pour le... Je vous encourage à acheter le journal pendant l'été, parce qu'on a notre cahier été où on suit une BD pendant tout juillet et août. D'accord. Voilà. Okay. Ça n'a pas complètement disparu. Ok, voilà. Merci. J'ai une petite question. Quelles sont les difficultés de votre métier? Alors... Il faut être particulièrement opiniâtre. Jamais lâcher parce que des fois,
il y a des gens qui ne veulent pas vous répondre. Voilà, parce que ça ne les arrange pas, parce que voilà, on parle d'un sujet qui va être difficile, parce qu'ils ne veulent pas répondre. Voilà, donc il ne faut pas hésiter. Quand on ne peut pas passer par la porte, il faut passer par la fenêtre. Voilà, parce qu'une non-réponse, parfois, c'est pas possible pour un article. Donc attention, on ne va pas harceler les gens, hein, que les choses soient claires, mais il faut absolument qu'on puisse avoir l'information, ou au moins pouvoir dire j'ai contacté telle personne, elle n'a pas souhaité répondre, c'est son droit, mais pouvoir le dire, voilà, parce que déontologiquement, on se doit d'avoir cette personne. Après, les difficultés, des fois, c'est de savoir qu'est-ce qui vraiment intéresse nos lecteurs. Essayer nous-mêmes, on est aussi, nous, à se dire, voilà, moi, dans ma vie quotidienne, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'intéresse, mais on ne peut pas être le seul point de référence. Hein. Voilà. Voilà, les difficultés, c'est ça. Puis des fois, ça va être faire face à la détresse humaine, parce que ça arrive souvent qu'on arrive sur des reportages où il y a une grande détresse parce que il va y avoir un accident, il va y avoir un décès, parce qu'on arrive sur des situations qui sont vraiment difficiles, humainement parlant, et il faut arriver à prendre suffisamment de recul pour à la fois se dire je suis un être humain qui s'intéresse à d'autres êtres humains, donc cette détresse me touche, mais je ne peux pas la ramener chez moi le soir. Voilà, parce que je ne parle pas de mon père, de mon frère, voilà. Je parle de gens dont la détresse me touche, bien sûr, parce que j'ai un cœur, et voilà. Mais elle ne peut pas me toucher trop profondément. C'est pas possible. Il faut savoir prendre de la distance par rapport à tout ça. Il y a une certaine forme d'empathie, mais elle est mesurée, quoi. Il faut avoir de l'empathie parce que voilà, de toute façon, pour établir un contact humain avec quelqu'un, il faut être capable d'aller vers la personne. Mais on ne peut pas se mettre à pleurer avec les gens qu'on va voir. C'est pas possible. Voilà. Mais je ne veux pas passer pour un monstre sans cœur, hein, c'est pas ça. C'est juste que, voilà, je suis un professionnel, on est des professionnels, et on doit savoir, notre job, c'est aussi de mettre ça à distance suffisante pour être capable de traiter le sujet de manière la plus honnête possible, et pour restituer, même si c'est pas facile. Il y a des années, je me souviens, j'étais vraiment un jeune journaliste, je suis allé sur un accident dans un village de la vallée de la Brelle, pour un enfant de 7 ans ou 10 ans, je ne sais plus, qui est décédé alors qu'il était à vélo, qui a été percuté par un membre de sa famille qui était en quad derrière. C'est des moments qui sont extrêmement difficiles. Voilà. Humainement parlant, vous arrivez, il y a l'ambulance, il y a les membres de la famille qui sont là. C'est pas facile à vivre, mais il faut savoir, déjà, d'une part, être discret, ne pas être intrusif, parce que vous n'arrivez pas, votre fils il est décédé. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc être discret, respecter la douleur des gens et la mettre à distance suffisante pour être capable de faire son travail. Et puis on parle souvent, quand on est face à des situations un peu difficiles comme ça, on en parle souvent après avec les collègues en rentrant en disant voilà, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, ça m'a un peu choqué, qu'est-ce que tu en penses? Le fait d'en parler entre nous, parfois d'y mettre, alors attention, pas pour des situations dramatiques, mais des fois pour des situations un peu cocasses, des fois d'y mettre un peu d'humour, pour mettre un peu de distance avec tout ça. C'est important à ce moment-là d'être dans une équipe et d'avoir quelqu'un qui parlait en rentrant. Voilà. Je vous en prie. Je voulais juste savoir pour les pigistes ou les personnes qui sont payées à la pige, on appelle ça des pigistes, oui. Si c'est en fait eux qui proposent des sujets, s'il y a des sujets auxquels ils s'intéressent, et du coup ils vous soumettent un article et après il y a un comité de lecture. Alors comment ça marche? Alors chez nous on les appelle des correspondants locaux de presse, mais c'est l'équivalent parce qu'ils sont payés à la pige. Après le statut de pigiste c'est un statut bien particulier dont je suis totalement incapable de parler, plus que ça, parce que je ne le connais pas. Donc, les correspondants locaux de presse, comment ils traitent? En fait, ils sont nos yeux et nos oreilles sur un territoire. Parce que je ne peux pas être à Abbeville le matin et savoir ce qui se passe à Fort-Mahon. Donc, ils sont indispensables au bon fonctionnement du journal, parce qu'ils ont, par leur connaissance du secteur, souvent c'est des gens qui habitent là depuis très longtemps, qui ont eu un rôle associatif, par exemple, donc ils connaissent plein de gens. Donc leur rôle c'est de nous faire des propositions d'articles, nous dire par exemple j'ai entendu que telle association lance tel projet. Voilà, donc ils nous en parlent et on dit ok, ce papier là ça nous intéresse. C'est la chef d'édition et moi en l'occurrence. On dit ce papier là ça nous intéresse. Est-ce que tu pourras nous faire une tête de page? Donc une tête c'est un article important sur une page.
Est-ce que tu pourras nous faire, sur un autre sujet, une brève, quelques lignes? Voilà, donc on hiérarchise l'information avec eux. Et des fois, ils nous disent, voilà, j'ai tel sujet. Et là, on dit, ce sujet-là, on prend la main dessus, on va le faire, parce qu'on estime que ça nécessite des compétences d'un journaliste pour le traiter. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, voilà, là, il y a un travail de journaliste, de vérification de l'information à faire, de recoupage de l'information, de donner la parole à différentes sources. Donc là, on dit, Puis des fois, le correspondant nous dit lui-même, là, j'ai pas envie de traiter, ça me dépasse, c'est trop compliqué. Parce que c'est pas des journalistes professionnels. Voilà. Et quel est l'avenir du Courrier Picard, s'il vous plaît? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a 80 ans cette année. J'espère bien qu'on va arriver à nos 100 ans, j'en doute pas. L'avenir du Courrier Picard, ça va être de se dire comment, au XXIe siècle, on fait de l'information locale. Ça va être de répondre à ce défi-là en se disant, est-ce que l'avenir, c'est le journal papier? Est-ce que c'est que le web? Est-ce que c'est un mixte entre les deux? Comment on est de plus en plus des journalistes multimédia? Est-ce qu'un jour, on ne va pas se retrouver à faire des directs vidéo? Je sais pas, par exemple, il y a sur une tempête, voilà, bim, on part à deux, il y en a un qui filme l'autre et on se met en direct sur le site internet. Voilà, c'est vraiment comment la profession est en pleine mutation de journaliste localier, comment on la réinvente pour être au plus proche des attentes de nos lecteurs et pouvoir assurer la pérennité de notre titre auquel on est très attachés tous. Moi, je ne suis pas Picard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je suis très attaché au Courrier Picard parce que voilà, ça fait 10 ans que j'y travaille, que c'est une aventure collective. On est 80 journalistes, donc on essaye de faire au mieux tous les jours. Il y a des jours où on fait bien, des jours où on fait un peu moins bien. Et on essaye tous les jours de se dire comment faire au mieux. Et moi, c'est ce travail collectif qui m'intéresse. Moi, l'article soit signé Vincent Héry dans le journal, honnêtement, voilà, je le fais parce que c'est une coutume dans la profession, donc on le fait. Mais ça, ça me suffit pas. Voilà, c'est pas ça. Moi, je fais pas journaliste pour signer Vincent Héry. Je fais journaliste pour me dire comment, dans notre rôle, on arrive à éclairer des grands débats. Comment on arrive à soulever parfois des choses qui peuvent poser problème. Comment on arrive à informer, voilà, c'est un défi qui est passionnant. Oui, merci. Orlan a un petit mot à vous dire. Je terminais ma phrase. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Des questions dans le public? Bonjour Philippe. J'en revenais un peu sur le contrôle de l'information parce qu'au niveau national c'est un peu particulier actuellement, depuis 1 an et demi ou 2, voire même plus. Vous n'avez personne sur les terrains de conflit, j'imagine. Donc comment vous faites pour vérifier l'information? On parle souvent d'un organisme qui s'appelle l'AFP. Alors est-ce que vous passez directement par lui ou est-ce que vous avez des intermédiaires au niveau des circuits de l'information nationale qui vous confirment l'information en fait? Alors, c'est une bonne question. Déjà, il y a quelque chose, je me permets juste de dévier 2 petites secondes, je répondrai à la question après-dessus, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que moi, quand j'écris un article, il n'est jamais publié sans être relu. C'est-à-dire, on a des journalistes qui sont spécialisés là-dedans, ça s'appelle des secrétaires de rédaction, des secrétaires d'édition, enfin voilà, mais c'est des journalistes qui sont spécialisés dans la relecture et la validation des articles. C'est-à-dire, s'ils voient quelque chose qui ne va pas, ils m'alertent, ils me disent parce que il y a des jours où je suis comme tout le monde, je peux avoir un coup de moins bien, on écrit, on fait un quotidien, donc c'est-à-dire qu'on travaille toujours dans l'urgence, et donc jamais rien n'est publié, surtout aujourd'hui à l'heure où on travaille sur le web, où il faut aller très vite. Donc jamais rien n'est publié sans être relu. C'est aussi un gage de qualité parce que régulièrement on m'appelle et puis on me dit t'es sûr de ce que tu as écrit là? Et forcément ça met la puce à l'oreille, ça remet en question, on se dit bah oui, après tout, est-ce que je suis sûr de ce que j'ai écrit? Et je vérifie. La base du métier, ça fait toujours du bien d'y revenir, il ne faut jamais l'oublier. Pour répondre à la question, pour les grands sujets nationaux qui concernent la Picardie, on a forcément des journalistes qui peuvent se déplacer à Paris, régulièrement quand il y a une manifestation. Voilà. Donc là, on a l'info directement à la source. Quand on l'a pas, on a nos journaux du groupe. Donc ça peut être La Voix du Nord, ça peut être Paris-Normandie. On fait de l'échange de contenu. Donc là, pareil, on a de l'info à la source. Donc qui est vérifiée, qui est hiérarchisée, on sait d'où elle vient. Et évidemment, on travaille donc avec ce qu'on appelle l'agence France Presse. Donc c'est une agence de presse qui est reconnue, qui est une référence mondiale de l'information. Vous avez 3 grandes agences de presse, Reuters,
et la troisième est anglaise, mais son nom m'échappe. On vérifiera ça. Je suis désolé, je ne l'ai pas en tête. Donc, ou qui donne de l'information, là qui est pareil. Quand on est une référence mondiale d'information, on donne une information de qualité. Donc, ça veut dire qu'il publie. Là, je sais pas. S'il y a un événement très important, je vais dire n'importe quoi, mais on va prendre un événement. Le président de la République annonce sa démission. L'agence France Presse, dans la minute, va l'annoncer. Ils vont publier ce qu'on appelle une dépêche AFP pour dire il est 11h28, le président de la République vient d'informer qu'il annonçait sa démission. Ça, dans la minute, c'est sur toutes les chaînes info, sur toutes les chaînes télé. Et ensuite, ils vont développer l'information. Moi, j'étais formé à ça à l'école. Enfin, j'avais suivi un cursus là-dessus, c'est très intéressant. Ils vont décliner l'info, après aller chercher des angles comme nous. Donc du coup, on reprend des papiers, pour répondre à la question, on reprend des papiers, parce qu'ils font des articles, hein, ils ne se limitent pas à la dépêche, ils font des papiers qu'on reprend pour l'actualité nationale et internationale. Voilà. J'ai une question à poser, vous allez dire c'est évident, mais bon, je la pose quand même. Je peux vous interrompre, vous me permettez ? Oui. Il y a un truc qu'il faut se dire, et pareil, quand vous allez être journaliste, quand vous êtes journaliste, il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, ça n'existe pas. La question bête, c'est celle qu'on pose pas. Voilà. Voilà, j'ai une question. Quand vous faites votre journal, vous le finissez, vous l'éditez, quoi. Comment, par quel procédé à la rotative et qu'il est fini, qu'est-ce qu'il le relit, comment ça se passe ? Alors, donc, on a l'étape dans les rédactions, les journalistes qui écrivent les articles. Ces articles, comme ces journalistes et correspondants. Moi, mes articles sont relus par des secrétaires, enfin tous nos articles de tous les collègues sont relus par des secrétaires de rédaction qui les mettent en page. Donc ils font ce qu'on appelle la maquette. Une fois que toutes les pages de la maquette sont prêtes, donc en gros, on peut se dire, donc ça demande un énorme travail. Toute la journée, ça commence à 9h, la relecture d'articles, ça se termine à 22h. En gros, s'il y a un événement majeur, on peut intervenir dans le journal jusqu'à 22h15. Pour le journal du lendemain, s'il y a une information locale ou nationale d'envergure, ça peut arriver d'intervenir jusqu'à 22h30, mais il faut vraiment que ce soit un sujet, le décès d'une personnalité ou vraiment un événement, un fait divers très important. Voilà. Donc, toute la journée, on monte, ça s'appelle le montage de la maquette des pages. Quand toutes les pages sont terminées, donc vers 22h30, on va dire, elles sont envoyées à Lille, où se trouve le siège de la Voix du Nord. On a un site qui s'appelle la Pilaterie, où se trouvent les rotatives. Elles sont imprimées selon un procédé que je ne connais absolument pas. Le journal, ensuite... Alors, j'ai déjà vu tourner, parce que c'est assez impressionnant à voir. Je crois que ça se visite, ça vous intéresse d'ailleurs. On peut visiter, je crois, le site de la Pilaterie. Donc, les journaux sortent à une vitesse... parce qu'il faut sortir tous les exemplaires de la Voix du Nord, tous les exemplaires du Courrier Picard. Voilà, ça sort à une vitesse... Paris-Normandie, oui, phénoménal, c'est impressionnant à voir. Voilà. Après, il faut qu'ils aillent, il faut qu'ils soient livrés à nos abonnés, à nos dépositaires, c'est-à-dire dans les journaux, dans les maisons de la presse, voilà. Et tout ça à domicile, voilà. Tout ça en se disant qu'à 9h le matin, on avait des pages blanches. Voilà, donc c'est le défi, c'est ce qui rend ce métier passionnant, un peu fatigant parfois, mais passionnant, c'est qu'on part de rien le matin. Et le soir, on a un journal qui est fait. D'ailleurs, vous pouvez lire le journal, pour ceux qui sont abonnés, vous pouvez le lire en ligne dès 23h20 généralement. Et le journal du lendemain est en ligne. Oui, tout à fait. À 23h20, le journal est prêt et il est consultable. C'est une chaîne et il faut que tous les maillons de la chaîne soient au rendez-vous, du correspondant au rotativiste. Il faut que tous les maillons de la chaîne soient au rendez-vous pour qu'on arrive à produire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis bavard, donc du coup, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Je bouge. Oui, excusez-moi. Je vous en prie. Je vais dire comme mon collègue, c'est peut-être bête la question, mais est-ce que vous êtes dépendant de l'État pour certaines choses ? Alors, l'État a des dispositifs d'aide à la presse. C'est-à-dire, il participe au financement de journaux, de la presse, des médias, par des subventions. Voilà. Mais ça ne change absolument en rien la manière dont on travaille. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de l'État pour traiter tel ou tel sujet. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie.
Et je voulais juste vous dire, si jamais voilà, vous lancez, j'espère que vous allez lancer votre journal. Nous avons notre propre Ah, vous avez journal. votre journal ? Ah Oui, tout à fait. Et donc, il est en cours d'édition. Et nous pourrons nous vous en remettre un. Voilà, si très vous bien. le souhaitez. Il s'appelle Vis-à-vis. Vis-à-vis, et ça me ferait hyper plaisir un jour, peut-être, je sais pas si ce sera possible, mais de venir, peut-être, je sais pas si vous avez des ateliers ou des choses comme ça. Oui, nous avons différents ateliers, oui. Venir bosser un peu avec vous, voir comment vous bossez, ça m'intéresserait aussi. Oui, peut-être. tout à fait. Voilà, parce qu'on se nourrit jamais assez de ce que font les autres, et du coup, voir un peu comment vous traitez tout ça, ça m'intéressera. Voilà, si vous acceptez de m'inviter, bien sûr. Oui, voilà. c'est un club thérapeutique. Bon. C'est gentil. Bon, c'est gentil. Oui, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Et vous parlez beaucoup, alors c'est magnifique avec moi. Bon, On parlera entre nous. on parlera entre nous, ça marche. Très bien, avec grand plaisir. Écoutez, il y a un moment où il faut que je rentre chez moi quand même. Je travaille à Abbeville, voilà, mais j'habite pas à Abbeville, mais non, voilà. C'est ma vie personnelle me l'empêche d'habiter à Abbeville dans l'immédiat. Peut-être dans quelques années, parce que c'est un coin c'est le secteur de la Picardie maritime. C'est, comme je dis souvent, pour un journaliste, c'est un terrain de jeu qui est extraordinaire. Voilà, parce qu'on a à la fois, on a quand même Abbeville, la deuxième ville de la Somme, donc ça veut dire 23 000 habitants, donc beaucoup de gens, voilà, beaucoup d'activités politiques, économiques, voilà. Et on a le littoral qui est formidable. Voilà, avoir cette activité-là, voilà, c'est une diversité de sujets, c'est merveilleux pour un journaliste. Oui, tout à fait. Ah on y va souvent, oui. Ouais. Voilà. On va peut-être se voir, on buvra un petit café ensemble dans un restaurant. Ah écoutez, si vous m'invitez, grand plaisir. Peut-être on termine l'émission et ensuite on pourra papoter. Non, c'est comme ça on aura le temps de papoter. Ouais, mais après je me rappellerai plus de ce que je voulais dire. Ah pardon, ah oui c'est vrai. Ouais. Il y a d'autres questions. Y a-t-il d'autres questions? Non. À vous, Orlane. Ma tâche, c'est de faire un peu un fil rouge, d'essayer de synthétiser. Alors, c'est ma synthèse, hein, c'est pas la synthèse. C'est pas un résumé, mais voilà, en quelques mots, ce qu'on s'est raconté. Donc, on a commencé par le fait qu'on est confrères et consoeurs. En fait, on est journaliste. Et on s'est demandé d'où vient l'envie d'être journaliste. Alors, vous nous avez répondu de la Manche, de l'école, d'un autre qui, lui aussi, avait eu envie d'être journaliste. Ensuite, il faut apprendre le métier, et en voyageant notamment. Quelle est l'histoire de ce journal, Le Courrier Picard ? Il va fêter son 80e anniversaire, il sera bientôt centenaire. Il a vocation à informer les gens de ce qui se passe localement, mais aussi en France et dans le monde. 80 ans de papier journal, des dizaines de milliers de lecteurs, mais qui restent jeunes et en contact avec son temps, grâce au journal numérique, sur Internet. Le papier, est-ce que c'est pour les générations d'avant ? Les jeunes sont multimédia, donc le journal aujourd'hui, c'est aussi des vidéos. Mais écrire dans un journal, c'est pas forcément être journaliste. Il y a des étudiants, des retraités qui font du journalisme et écrivent des articles. Ce sont des correspondants avec des yeux et des oreilles, un peu comme si on s'écrivait des lettres. Le journal, c'est aussi un lieu où on inscrit le nom des personnes qui viennent de s'éteindre, mais aussi les premiers bébés de l'année. C'est un lieu de mémoire. Il faut se mettre à la place des lecteurs, chercher à savoir ce qui les intéresse, mais aussi on cherche à les intéresser. Le journaliste a un angle pour ce faire, un peu comme un artiste, qui choisit un point de vue et des matériaux. Le journaliste a aussi une déontologie. Le journal n'est pas un lieu de racontard, de fausses informations. Il se veut au plus proche de la vérité, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. Alors chercher la vérité, est-ce que ce serait un peu fouiller la merde ? Peut-être que c'est plutôt chercher l'information et la contre-information. Il y a des dépêches, mais il ne faut pas se hâter, prendre le temps de vérifier. Il y a alors une responsabilité à écrire, et c'est notamment l'ours, le directeur de la publication, qui la porte dans un journal. On a la responsabilité de savoir à qui on s'adresse, et la nécessité d'être curieux, d'aller vers les autres quand on est journaliste. Parfois, il faut même aller vers des caïmans avec des questions mordantes. Mais on ne peut pas arracher une réponse. Il faut être discret
et respecter les émotions de chacun. Ce qui fait la particularité d'un journal, c'est sa géographie et c'est les gens qui y participent. Mais ce qui fait que c'est le meilleur, pour certains, c'est des souvenirs émus de lecture de bandes dessinées, enfants. Mais un journal, ça change, au gré de son temps, un peu comme nous. Et pour continuer l'aventure collective d'un journal, il faut relever les défis contemporains, tout en étant proche de son histoire, entre papier, toile et littoral. Voilà. Merci à vous. Je ne sais pas si l'émission est terminée, si on peut plus rien dire, mais je voulais juste vous dire que je vous remercie parce que quand je vous écoute, alors j'en ai pas besoin là aujourd'hui, mais il y a des jours où ça arrive comme tout le monde, je me dis, quand j'entends ce que vous avez dit, je me dis à quel point ce métier est merveilleux. Ouais. Donc merci de le rappeler, voilà, et à quel point j'ai la chance de le faire, et à quel point vous avez de la chance de le faire, et il faut s'emparer de cette chance qui est incroyable. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup d'être venu à notre invitation et de répondre à toutes nos questions. Et on met fin à cette émission de Ouf Radio pour aujourd'hui et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.